Donc, le principe de Solibri, c'est effectivement de faire des vérifications d'exigence à partir de modèles IFC, de remonter, enfin de détecter, d'identifier toutes les non-conformités et de les remonter vers l'outil de modélisation, pardon, au format BCF, par exemple. Là, on a dans Solibri, donc si je zoome un peu sur ce qu'on fait avec Solibri, donc on utilise des modèles IFC de la phase de conception qu'on va mouliner à travers d'un outil de Solibri qui s'appelle la classification, qui va vous permettre de filtrer, trier, afficher les différentes données de vos maquettes. Donc c'est de la visualisation de données, pouvoir enregistrer ces classifications dans des rôles pour les réutiliser et les appliquer systématiquement sur les modèles que vous allez recevoir, que vous allez vouloir analyser. Donc c'est un premier niveau d'analyse qui va consister à appliquer une classification préenregistrée pour pouvoir ensuite soit réaliser des extractions de données ou des vérifications en s'appuyant encore une fois sur ce système. C'est facultatif, mais c'est une des clés du succès d'une bonne implémentation de Solibri, c'est de travailler avec ces classifications. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les contrôles qu'on fait en phase de conception. C'est le principe, donc le cahier des charges, contrôle des cahiers des charges, donc pour les phases AVP et Pro. Donc le principe d'aligner donc les usages, les fonctionnalités et les exigences. Donc les usages, c'est ce que vous allez faire avec Solibri, donc de l'audit de modèle, la vérification de conformité, de la coordination, de la synthèse, du suivi d'exécution, et ça va jusqu'à évidemment le DOE, ce que j'appelle ici as-built, dossier des ouvrages exécutés et maintenance, et puis évidemment toute la partie cycle de vie avec tout ce qui est réemploi, démolition, rénovation. Et pour ça, donc, dans Solibri, on utilise des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de coordination, de classification, de contrôle et d'extraction d'informations. Et les exigences, c'est ce qui va nourrir finalement les contrôles que vous souhaitez faire avec des classifications spécifiques, des usages des espaces. Bon, ici, la liste des exigences peut être évidemment beaucoup plus vaste que ça. Je vais passer la main à Nicolas qui va entrer, lui, dans le vif du sujet. Bien volontiers. Ok, parfait. Bon, donc, bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui, on va parler effectivement de cahier des charges. Alors, déjà, petit rappel, hein, le cahier des charges, c'est la ligne directrice finalement d'un projet. C'est le document dans lequel on va retrouver toutes les informations qui doivent figurer dans le projet, que ce soit d'un point de vue purement architectural, mais aussi dans le volet BIM, de toute la partie qui concerne les datas, les informations qu'on va retrouver à l'intérieur de la maquette. Et dans ce document, finalement, c'est la ligne à suivre et c'est le contenu qu'on doit retrouver finalement dans la maquette. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller titiller la maquette pour aller voir si elle contient différentes informations. Alors effectivement, Gabriel vous l'a dit, les exemples que j'ai pris aujourd'hui, ce sont des questions qu'on nous pose souvent sur le logement social. Notez d'ailleurs au passage que ce que je vais montrer aujourd'hui, que ça soit, quel que soit le domaine de ce que je vais vous montrer, peut tout à fait s'adapter à d'autres types de bâtiments. Là, on a pris une thématique aujourd'hui parce qu'elle revient souvent, mais si vous travaillez dans d'autres secteurs que le logement, dites-vous que tout ce que je vais montrer aujourd'hui, vous pouvez l'adapter à n'importe quel type de bâtiment. Ceci étant dit, on va aborder la chose aujourd'hui sous trois aspects. On va d'abord voir qu'on peut contrôler finalement cette conformité par la visualisation. Et là, effectivement, on va utiliser les fameuses classifications dont Gabriel vous a parlé tout à l'heure. Ensuite, on va également utiliser le checking, donc les fameuses règles de Solibri qui permettent d'interroger la maquette et de vérifier si on a bien les bons éléments qui sont attendus dans le cahier des charges. Et puis enfin, on ira interroger la maquette, cette fois-ci par le biais des listes de data, c'est-à-dire par la fonction d'extraction d'informations qui, on le verra, est aussi un outil que l'on peut utiliser pour contrôler une conformité au cahier des charges. Et je vous montrerai quelques astuces, vous verrez, restez bien jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? Qu'est-ce que j'ai mis dans cette maquette? Alors, j'ai rajouté une première chose, c'est la notion de zone. Alors, une zone, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'espaces. Et des espaces, c'est quoi? Dans un bâtiment de logement, ce sont les pièces. Hein. Donc, tout simplement, ici, j'ai un ensemble de zones donc, qui est organisé par étage. Donc, on voit ici le R+1, le rez-de-chaussée, etc. Si je prends le rez-de-chaussée que je l'ouvre, je vais retrouver donc les différents appartements qui sont ici, donc que je peux d'ailleurs visualiser individuellement. Et ensuite, à l'intérieur de chaque appartement, je vais retrouver tout simplement les espaces qui sont censés s'y trouver. Donc ici, j'ai une chambre, ici, j'ai une terrasse, ici, j'ai un séjour, etc., etc. Et puis, à l'intérieur de ces espaces, ici, je vais en prendre un au hasard, voilà, je vais retrouver un certain nombre d'informations. Donc, j'ai des informations tout à fait classiques avec effectivement le nom
de l'espace. Donc ici, c'est un séjour. Mais on va aussi retrouver de nouvelles informations que j'ai rajoutées ici. Donc on a les quantités de base qui sont présentes ici pour tous les éléments de la maquette. Et puis on a ici un petit P7 que j'ai rajouté. Donc un P7, c'est un ensemble de propriétés dans lequel j'ai rajouté un certain nombre d'informations. Donc on va retrouver, suivant l'espace ici, des informations différentes. On va avoir, je vais en prendre un ici par exemple où j'ai des informations qui sont complètes. Voilà, donc ici j'ai ici le code de l'espace, son appartement, donc l'appartement auquel appartient l'espace en question. Donc je sais que cet espace-là, il appartient à l'appartement T2E, d'accord. Je sais que c'est un espace privé. D'accord. Je sais qu'au sol, par exemple, j'ai du carrelage, donc on peut très bien effectivement aller chercher des datas ou des informations qui nous décrivent un petit peu l'espace. Et puis ici, j'ai un code. Donc le code, ce code-là, c'est tout simplement la typologie d'appartement, donc c'est un T2. Et ici, c'est SDE pour une salle d'eau. D'accord. Donc on va pouvoir tout simplement se servir de ces datas-là pour pouvoir faire du contrôle. Donc, voilà. Et on va s'appuyer sur l'ensemble de ces datas pour faire notre petit test. Et vous l'avez vu juste avant, on est tombé sur une pièce dans laquelle ces datas sont mal renseignées. Et bien justement, on va aller faire la chasse aux datas et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est bien fait et qu'est-ce qui n'est pas bien fait. Première chose, qualifier comme ça des appartements juste par les zones, c'est pas évident, c'est pas trop qu'est-ce qui est quoi, et c'est là qu'apparaît donc la première partie de notre, c'est la classification, parce que la classification, on en a déjà parlé d'ailleurs dans un webinaire qu'on a fait juste avant Noël, si je dis pas de bêtises, et on avait expliqué à l'époque, et je vais en reparler un petit peu, que les classifications, c'est un outil très intéressant pour visualiser la donnée par la couleur, mais pas que d'ailleurs. Et je vais aller chercher ici la palette classification qui est ici. Voilà. Dans cette palette, j'ai préparé un certain nombre de classifications que l'on peut utiliser donc pour du logement. Ces classifications ainsi que toutes les règles d'ailleurs que je vais vous montrer aujourd'hui seront disponibles en téléchargement sous le replay de ce webinaire. Donc, j'ai par exemple ici un certain nombre de classifications qui sont liées aux espaces. Par exemple, si je prends la première qui est ici, elle s'appelle appartement et elle va me permettre de visualiser les appartements cette fois-ci par la couleur avec un vrai nom qui ressemble à quelque chose. Donc là, par exemple, j'ai le T1B, si je clique dessus, je vois où il est. Et ensuite, si je le déploie, je vois les différentes pièces qui le composent. Maintenant, si je veux une visualisation peut-être un petit peu plus confortable, parce qu'effectivement, quand j'affiche tout à la fois, j'ai tous les étages, j'ai la possibilité d'aller dans le petit onglet qui est ici pour voir les mêmes classifications, mais cette fois-ci, sous le biais d'étages séparés. Donc, je reprends ma classification d'appartement et ensuite, à l'intérieur, je retrouve le bâtiment et dedans, je vais retrouver les différents étages. Je peux donc maintenant assez facilement aller chercher, je ne sais pas, par exemple, le R+2 et dans ce R+2, je vais pouvoir visualiser ici les différents appartements et j'ai ici ma légende qui me permet de voir quels appartements j'ai dans cet étage. Donc, je peux en regarder un en particulier juste en cliquant dessus. Et je peux tous les afficher. Et donc là, regardez, est-ce que la répartition est bonne? Est-ce que j'ai bien les bons éléments aux bons endroits? Donc déjà, j'ai un premier regard. Si maintenant je vais au R+3, là, on voit qu'il commence à se passer des choses. Pourquoi? Parce que autant l'étage d'au-dessus, il y avait des couleurs un petit peu partout et ça avait l'air cohérent, autant ici, je m'aperçois déjà que je commence à avoir des soucis. Pourquoi? Parce que je vois des appartements qui sont blancs, je vois des éléments qui ne sont pas cohérents. Ici, par exemple, je regarde, je vois que chaque appartement, il est déterminé par son nom, par l'appartement, le nom de l'appartement lui-même, donc là c'est le T3L, et une surface. Si je regarde ici, je vois qu'il y a un souci parce que déjà les espaces apparaissent en blanc et en plus je vois qu'il y a une data ici qui n'est pas bonne et il me donne zone 04, il y a quelque chose qui est mal fait. Donc là déjà, on peut dégrossir un petit peu le travail et dire que là, j'ai un souci. Donc quand j'ai un souci, que je remarque quelque chose sur une maquette dans Solibri, qu'est-ce que je fais? Je vais directement la noter. Donc je prends la notation, qui est l'outil qui permet de dessiner sur les maquettes. Et directement sur mon petit plan ici, je peux faire un petit nuage comme ceci, par exemple. Voilà. Là, j'ai un problème. Là, c'est pareil, vous voyez, j'ai un problème au niveau de cette cuisine. Visiblement, elle n'est pas colorée parce qu'il y a une data à l'intérieur qui ne doit pas être correcte. Et ici, par exemple, je remarque que j'ai une forme un petit peu bizarre. Alors, peut-être que c'est un escalier ou pas, ou peut-être qu'il a été oublié. En tout cas, ça mérite que je m'y intéresse. Et je vais ici le signaler. Donc, dès que je vois quelque chose, je le signale. Et pour que ça reste disponible dans Solibri et que je puisse y retourner plus tard, je vais pouvoir créer ici un problème. Donc, je clique sur Nouveau problème, vous voyez ici. Ça me fait apparaître ici une petite fenêtre. Dans cette petite fenêtre, je vois ici que je peux mettre un titre. Donc, je mets espace
à vérifier, par exemple. Voilà. Je peux mettre effectivement ici une description à l'intérieur du problème. Je peux signaler effectivement que c'est un problème qui est ouvert, c'est une erreur. Je peux signaler une étape, une priorité. Je peux mettre pourquoi pas ici une date d'échéance. Je précise le lot effectivement qui est concerné. Je vois ici que j'ai une petite vignette. Je peux d'ailleurs en rajouter d'autres si le cœur m'en dit, histoire d'avoir plusieurs points de vue sur le même problème. Et je peux ici rajouter un petit commentaire. Voilà, un commentaire pertinent s'il en est. Et cette petite diapo, eh bien, je vais la garder. Elle va s'ajouter ici à la liste de mes diapositives. Et donc, je vais pouvoir y retourner quand je veux. Et donc, ces diapositives, eh bien, je vais pouvoir ensuite les convertir en rapport ou en BCF pour aller signaler le problème à l'architecte ou aux personnes concernées. Voilà. Donc, ceci étant dit, je peux bien sûr supprimer, si je le désire, mes annotations. Je peux revenir dessus, je peux les corriger. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez qu'on peut visualiser donc le plan par la couleur. Là, j'ai fait une petite présentation liée aux appartements. Je peux également le faire sous d'autres aspects. Par exemple, ici, je peux le voir sous la forme des types, la typologie d'appartements. Donc toujours pareil, hein, hop, je développe ma petite légende. Donc là, je vois les typologies d'appartements. Donc ça, je sais que c'est un T4. Ça, je vois que c'est un T1. Le T2 est ici en bleu. Et ici, c'est les T3 en vert. Je peux d'ailleurs les afficher séparément. Hein, pas de souci. Et je peux faire ça sur n'importe quel étage, sachant que suivant les étages, évidemment, j'ai plus ou moins de bâtiments. Donc là, déjà, je vois qu'au R+1, je n'ai que des T3 et des T2. Donc déjà, on a déjà un premier rapport. Si je suis censé avoir un T4 au R+1, c'est loupé, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, déjà, je peux à nouveau signaler mon problème et en le gardant ici dans la liste des problèmes liés à Solibri. Alors après, avec ce système de couleurs, on peut afficher plein de choses. Là, ensuite, j'ai les typologies d'espace. Donc, par exemple, je viens ici et je développe ma légende, toujours pareil. Hein, et grâce à la légende, je sais ce que je vois. Hein, donc, je sais par exemple que sur ce R+2, ici, j'ai des chambres qui sont ici en violet, j'ai des cuisines, j'ai des dégagements, des entrées, etc. Donc, pareil, c'est une bonne manière de vérifier comme ça qu'on a des appartements qui sont cohérents. Hein, il suffit de zoomer un petit peu dessus et je vois les différentes informations. Donc, je peux bien sûr après le faire finalement comme je veux. Là, j'en ai fait un à titre d'exemple avec les revêtements de sol. Donc, je clique sur mon R+2, je déploie ma légende. Après, c'est toujours le même système. Hein. Et donc, je vois ici les zones qui sont carrelées, les zones où il y a de la moquette, les zones où j'ai du parquet. Et donc, évidemment, suivant les espaces, suivant les étages, je vais voir que par exemple, au rez-de-chaussée, je n'ai pas de moquette. Bon, voilà. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est là qu'effectivement, on peut commencer à regarder un petit peu la conformité. Et je vois ici d'ailleurs à nouveau que j'ai un espace ici qui n'a pas de couleur. Donc, a priori, il a un problème de revêtement. Donc, hop, directement, je vais faire ma petite fleur là. Et puis, je vais en créer un BCF pour aller reporter problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, on peut imaginer plein de choses. Hein. Là, par exemple, j'en ai fait un pour voir des tranches de surface, par exemple. Donc là, par exemple, ici, je sais que les surfaces qui sont en bleu, ce sont les surfaces de 0 à 10 mètres carrés, en orange, 10 à 20, etc., etc. Donc, je peux, pareil, aller rapidement vérifier que je n'ai pas des superficies qui seraient anormales, juste par la couleur. Alors, ça n'empêche pas de faire un checking à côté, bien sûr, hein, mais ça permet comme ça, juste par la couleur et très simplement, avec une petite règle, de pouvoir aller regarder tout ça. Donc, si je regarde un petit peu la règle, c'est pas compliqué, vous voyez. Hein, je dis que les espaces, ici, je mets une fourchette hein, de 0 à 10, de 10 à 20, etc., etc. Et après, par fourchette, je mets une petite couleur. Voilà, tout simplement. Et ensuite, cette règle-là, elle est universelle, donc elle marche pour n'importe quel projet qui a des espaces. Solibri va aller interroger les espaces et afficher les couleurs en fonction de ce qu'il va trouver dans la maquette. Voilà. Donc, on peut bien sûr faire des classifications sur n'importe quel type d'éléments. Donc là, j'en ai fait effectivement certains sur les espaces parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on me demande souvent. Mais je peux également le faire sur d'autres éléments. Par exemple, bien sûr, le fameux proxy. Donc les proxys, hein, je rappelle, ce sont les éléments qui ne sont pas classifiés. Donc il faut absolument chasser les maquettes, sans quoi derrière, on va avoir des problèmes effectivement quand on va aller faire des quantitatifs, faire des contrôles. Si on a des éléments qui n'ont pas les bonnes classes, eh bien tout simplement, on ne pourra pas les intégrer dans ces contrôles et donc ils seront ignorés et donc le contrôle ne sera pas juste. Donc là, j'ai fait une classification très simple qui isole les proxys. Vous avez peut-être vu d'ailleurs dans la présentation de ce webinaire ce petit visuel qui permet en fait d'afficher les proxys en rouge pardon, et la maquette en blanc. Donc comment c'est fait? C'est très simple. Hein. Hop, voilà. Donc je dis à Solibri
tu prends tous les éléments de la maquette. Si cet élément est un proxy, tu vas lui dire que son nom, c'est proxy. Donc ici, dans la petite liste, il va s'afficher sous le terme de proxy. Et puis, si c'est un élément qui n'est pas un proxy, eh bien, tout simplement, tu vas l'afficher comme non proxy. Donc, c'est pour ça que j'ai deux groupes ici. Et après, une petite couleur, toujours pareil. Hein. Les proxys sont en rouge, les non proxys sont en blanc. Donc, à partir de là, je peux afficher les proxys ici et les non proxys là. Et donc, afficher ici une synthèse, ce qui me permet, par exemple, d'aller faire ici une petite coupette à l'intérieur ici de mon bâtiment. Voilà, et de pouvoir ensuite, à partir de là, pouvoir, vous voyez, faire bouger la ligne de coupe. Donc ça, c'est mage molette pour les utilisateurs de Solibri, et de pouvoir aller contrôler comme ceci à l'intérieur de la maquette et voir très facilement que les éléments qui sont en rouge, ce sont les éléments qui ont un problème de classification, et ceux qui sont en blanc, eh bien, c'est ceux qui vont bien et qu'on peut laisser comme ils le sont. Voilà. Hein. Donc la classification, c'est un outil assez puissant qui permet donc de faire de la coloration, mais on va voir que ça permet d'aller aussi beaucoup plus loin que ça, puisqu'on va revenir tout à l'heure sur les classifications, parce que les classifications, on peut aussi les utiliser pour faire du checking et les combiner avec une règle de checking, et ça donne effectivement des super pouvoirs à Solibri. Vous allez voir, on peut faire des choses assez incroyables. Donc voilà, ça c'était un premier passage sur la notion de classification, et donc regarder la couleur, la data par la couleur, et pouvoir donc voir un certain nombre de choses sur la maquette. Donc ça, c'est un premier contrôle, on va dire, pour dégrossir, et ensuite on va rentrer effectivement dans le détail de la maquette pour ensuite aller chercher la vérification qui est ici. Donc, la vérification, c'est la deuxième partie, c'est le checking. Donc, le checking, c'est l'utilisation de règles qui sont fournies avec Solibri. Donc, Solibri, il propose un vaste panel de règles à votre disposition pour pouvoir faire des contrôles. J'en ai retenu certaines, et ces règles que je vous montre aujourd'hui, ce sont des checkings qu'on nous demande assez souvent dans le logement, mais une fois de plus, on peut les utiliser pour n'importe quel type de bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, première chose, ici, on va avoir ce que j'appelle les basiques. Oui, les basiques, c'est quoi? Ce sont des checkings qu'il est impératif de faire avant de faire d'autres checkings. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, ici, j'ai le checking qui me permet de chercher à nouveau les éléments proxy, donc les éléments non classifiés. Donc, on l'a vu, on peut les trouver assez facilement par une simple classification, mais on peut aussi les trouver par un contrôle. Pourquoi c'est important? Parce que si effectivement j'ai des éléments qui sont mal classifiés, ils ne seront pas pris en compte dans les contrôles qui vont suivre, et donc du coup les contrôles seront potentiellement faux puisque tous les éléments de la maquette ne seront pas pris en considération. Donc il est important que chaque élément soit bien classifié. Alors pour travailler cette classification, il y a deux choses. D'abord, première étape, on va chercher les proxys d'un côté. Donc c'est la règle 230. Il y en a plusieurs pour faire le calcul, qui permet tout simplement d'aller chercher les proxys. Voilà, je vais prendre tous les éléments de la maquette. Je vais chercher tous les éléments dont le type IFC n'est pas un proxy. Alors pourquoi n'est pas? Parce que je rappelle, et ça c'est quelque chose qu'on me reporte souvent, il est important de considérer que quand on fait une règle dans Solibri, on dit ce qu'on veut et tout le reste est éjecté. Tout le reste est considéré comme une erreur. Donc moi, ce que je veux, c'est que ma maquette elle soit nickel. Je veux que ma maquette elle soit propre. Donc, je ne veux pas de proxy. Je veux que tout soit bien. Si c'est bien, Solibri le considère comme un élément qui est correct et il ne le retient pas. Par contre, si ce n'est pas bien, il va considérer que c'est une erreur. Donc, effectivement, il va prendre tous les éléments. Si ces éléments, ce sont des proxys, il va les rejeter. Si ce sont des éléments qui ne sont pas des proxys, il va considérer que c'est bon. Et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les erreurs. Donc, ici, Solibri va tout simplement me faire le même travail ici que la classification, c'est-à-dire qu'il va me donner ici une liste d'éléments. Et chacun de ces éléments que j'ai ici, si je regarde, hop, je vais repasser en mode information. Et ces éléments, effectivement, ici, si je regarde dans la description, je vois que ce sont effectivement des proxys. Ils n'ont pas de classe. C'est pas une dalle, c'est pas une table, c'est pas une chaise, c'est pas une cloison, c'est pas un mur. C'est pour l'instant un élément indéterminé. Donc tous ces éléments-là, ils sont pour l'instant indéterminés. Alors que là, on voit assez facilement que ça, c'est une dalle. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on va vérifier les autres éléments, parce que c'est pas parce qu'un élément est classifié qu'il est bien classifié. Et ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Comment vérifier que les éléments sont correctement classifiés?
Ça, c'est un exercice qui est intéressant à faire parce que on le voit ici, cet élément, c'est une dalle parce que moi, je sais être humain que c'est une dalle parce que mon cerveau d'être humain voit que cet élément ici, là où il est placé, c'est une dalle. Le problème, c'est que si ça se trouve, c'est pas une dalle, si ça se trouve, c'est un isolant, c'est quelque chose auquel je m'attends pas. Et déjà que pour un être humain, c'est pas toujours facile de discerner ce qu'est un élément. Mais alors, imaginez pour une machine, pour n'importe quel logiciel BIM, c'est quelque chose qui est impossible si on n'a pas un élément référent. Donc, l'une des solutions qui existent pour aller chercher et vérifier la classification, c'est de comparer la classification d'un élément à une autre propriété. Par exemple, si j'ai un plafond qui s'appelle plafond 60-60 et que je vois que cet élément est classifié comme une porte, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'adéquation entre le nom de l'élément et sa classification. Donc, son entité IFC. La classification, c'est l'entité IFC. Et donc, effectivement, avec ce système-là, on peut très bien aller interroger divers éléments et vérifier si une propriété, alors ça peut être le nom, ça peut être le type, ça peut être ce que vous voulez, a une cohérence avec le type, donc la classe de l'élément. Alors, pour ce faire, je vais directement ici utiliser une règle et vous voyez à côté, j'ai marqué classification. Pourquoi? Eh bien, parce que voilà, on a une première règle ici qui va fonctionner avec une classification. Donc, on va combiner une classification et un contrôle. Alors, comment ça marche cette histoire? Repartons voir nos classifications qui sont ici. Et je vais cette fois-ci aller dans un petit dossier que j'avais mis au-dessus qui s'appelle ici classification pour règles. Et je vais aller chercher ici la classification qui s'appelle nom versus classe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette classification? En fait, c'est une classification, je vais vous montrer, dans laquelle je compare le nom des éléments avec leur classe. Et je vois s'il y a une cohérence. Alors, voilà comment ça se présente. Je l'ouvre. Alors, on a 4 colonnes. Concentrons-nous un tout petit instant sur les 2 colonnes du milieu, celle-ci et celle-là. D'un côté, j'ai ici des éléments. Par exemple, ici, je veux que tous les éléments qui contiennent le mot dalle dans leur nom, je dis bien contient parce que j'ai une étoile de chaque côté, ça veut dire que le mot dalle peut être n'importe où dans le nom, ça peut être dalle de sol, dalle de rez-de-chaussée, dalle porteuse, dalle ce que vous voulez, ou quel que soit dans le nom. Eh bien, je veux que tous les éléments dont le nom contient dalle, ça soit considéré comme des IFC slabs, donc des dalles. D'accord? Je veux, par exemple, ici, qu'un élément qui contient le mot escalier dans son nom, donc escalier +1, escalier maçonné, escalier de secours, escalier ce que vous voulez, eh bien, ça soit un IFC ster. Voilà. Et c'est pareil, vous voyez, cette liste qui contient un certain nombre d'éléments, elle va me permettre donc de comparer des éléments entre leur nom et leur entité. Alors, je précise, là, je rappelle, hein, j'ai pris le nom, mais on peut prendre ce qu'on veut. Donc, cette liste, hein, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée sur Internet, je vais être honnête avec vous, et je l'ai intégrée grâce à un fichier Excel, parce qu'on peut intégrer des fichiers Excel dans les classifications. Donc, ça, c'est un outil très intéressant. Donc, j'ai pris la liste, je l'ai importée, et ensuite, j'ai demandé à Solibri de faire en sorte que si tout simplement, je me retrouve avec un élément qui s'appelle dalle, et qu'il est bien classifié comme une slab, donc comme une dalle, eh bien, il va le mettre dans un petit dossier qui s'appelle OK dalle. Donc, ça veut dire que ma dalle, elle est OK. Donc, ici, effectivement, je retrouve toutes les dalles qui sont ici considérées comme correctes. Et donc, cette histoire de mon élément est conforme ou pas à la liste, eh bien, on va pouvoir le voir ici dans les 2 petits onglets qui sont ici. On a donc 2 cas. Soit ma dalle, elle est bien considérée comme une IFC slab et à ce moment-là, tout va bien. Soit elle ne l'est pas. Elle est considérée par exemple comme une porte et donc il y a un problème. Et donc là, on va avoir les 2 cas. Ici, on va avoir les éléments qui ont été retenus par la classification, donc tout va bien. Donc j'ai des éléments cohérents. Effectivement, ici, j'ai une dalle qui s'appelle dalle 06. C'est bien une IFC slab, donc tout va bien. Ici, j'ai une menuiserie qui s'appelle MEN. Donc j'avais dit que les éléments qui commencent par MEN et qui sont des fenêtres, c'était bon. Donc voilà. Donc là, tous ces éléments, a priori, ils sont conformes avec la liste. Donc tout cela, ça va. Et ici, on a tous ceux que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Par exemple, ici, j'ai un élément qui s'appelle poutre béton et qui est considéré comme un terminal de flow segment, donc un terminal électrique ou de sanitaire. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas effectivement. J'en ai pas mal comme ça. Ici, par exemple, j'ai un IFC covering, donc a priori un plafond ou une finition qui s'appelle dalle. Donc là, c'est pareil, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, des cas comme ça, j'en ai plein ici à ma disposition. J'ai ici un poteau qui est un IFC member, donc ça ne va pas. J'ai différents éléments qui retrouvent les proxys que j'aurais pu d'ailleurs enlever. Voilà. Et donc comme ça, on va pouvoir comparer un certain nombre d'éléments
et retrouver ceux qui ont a priori une incohérence entre leur nom et leur classe. Donc c'est une très bonne solution pour aller vérifier la classification. Alors après, il y a deux choses. Soit on s'arrête là et on considère effectivement que la classification a fait son boulot et que ici, dans les éléments non classés, je me retrouve ici tous les éléments qui ont un problème. Mais on peut aller plus loin. On peut très bien reprendre cette classification et la renvoyer dans une règle pour en faire finalement un checking et faire en sorte d'avoir finalement des résultats de contrôle et pouvoir en extraire par exemple des BCF ou des rapports d'analyse. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça toujours avec la même règle. Donc la petite règle magique qui fait ça, c'est la règle 230. La règle 230, elle a cette particularité, alors il y en a d'autres, mais celle-là, elle a la particularité de pouvoir récupérer une classification. Je vous montre comment ça marche, c'est très simple. Ici, je prends donc tous les éléments. Alors ici, j'ai rejeté les espaces et les ouvertures parce que je peux rejeter les éléments, je ne suis pas obligé de tout prendre. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé prendre ici, donc dans les critères, je suis allé prendre n'importe quel élément de la classification non versus classe. Donc c'est cette classification que l'on a ici. Je suis allé la chercher tout simplement en cliquant là, classification non versus classe. Et ce que j'ai mis ici, j'ai mis est défini. Alors est défini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la règle va faire le tri entre les éléments qui ont été acceptés, donc ceux qui sont dans le petit onglet qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci, voilà, le petit onglet qui est là, avec les éléments qui ont été acceptés. Donc ceux-là, tout va bien. Et ici, elle va faire le tri avec ceux qui ont été rejetés, donc les non classés, ceux qui ont des problèmes. Et ceux qui ont été rejetés, elle va me les sortir ici sous la forme d'erreur, de problème. Et donc, ça veut dire que là, je vais retrouver ici tous les éléments qui ont des problèmes, sauf que cette fois-ci, ils vont être classés par typologie. Voilà. Et je vais pouvoir aller en faire un BCF ou des rapports directement grâce à cette fonctionnalité-là. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, j'en ai pris un au hasard. Donc là, j'ai bien un élément qui s'appelle DAL et qui pourtant est considéré comme une couverture, donc c'est-à-dire un IFC covering. Et donc, a priori, là, il y a un souci. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à aller faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une petite vignette avec ici, je dis que je veux ajouter une diapositive. Le problème est immédiatement reconnu. L'ensemble des éléments qui ont le même problème sont tous enregistrés, vous voyez, dans la liste. Ça veut dire que quand je vais envoyer ce document-là, mon interlocuteur va récupérer le contenu. Et ensuite, j'ai plus qu'à envoyer ça et le tour est joué. Et c'est comme ça que je vais récupérer mes informations. Donc la règle 230 permet de récupérer des informations issues d'une classification. Voilà. Alors ensuite, troisième contrôle qu'il est important de faire parce qu'on va beaucoup parler des espaces, c'est la vérification des espaces avant de faire effectivement avant de faire un checking ou avant de faire une quantitatif ou avant de faire quoi que ce soit sur les espaces, il est indispensable d'aller les vérifier ces espaces. Donc ça c'est ici la règle 202 qui s'en occupe. Et effectivement, la règle 202, elle va trouver plusieurs problèmes. Par exemple, ici, vous voyez, il me trouve un espace qui dépasse le plafond. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le plafond. Ça, c'est mon espace. Et mon espace, il monte au-dessus du plafond, ce qui me pose un problème. Parce que si je veux faire après une extraction de surface, notamment soit de hauteur, soit de surface de mur à peindre, soit de volume, eh bien, je sais que ce volume-là, il est déjà faux. Parce que mon élément, il monte au-dessus du plafond. J'en ai d'autres, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai ici par exemple, là j'ai des problèmes de plafond surbaissé qui ne sont pas pris en considération. J'ai ici, hop, je vais chercher celui-là par exemple, je le déverrouille. Voilà, donc là par exemple, alors celui-là il est assez intéressant, on a ici un problème de surface. Vous voyez par exemple ici, on a un palier, donc ce palier fait toute cette surface-là et on ne sait pas pourquoi l'espace ne correspond pas au palier. Vous voyez, c'est-à-dire que l'espace il devrait aller jusqu'au bout et il n'y va pas. Donc ici, il y a un problème de taille et donc c'est ce que va vérifier Solibri, il va vérifier que l'espace il tient bien à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire qu'il s'arrête au plafond, qu'il s'arrête au mur, qui touche les murs, bien sûr, qui touche le plafond, qui touche le sol, ni avant, ni après, qu'on ait vraiment quelque chose qui tient dans la limite de l'espace. Donc là, ça veut dire que la surface qui est ici, vous voyez, 8,53, elle est fausse. Donc si je fais une extraction de quantité à partir de cet espace-là, eh bien, ça sera faux. Et donc, mes quantités seront fausses potentiellement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ces quelques petits contrôles, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller un peu chercher la data. Donc, la data, qu'est-ce qu'on va faire?
eh bien, on va aller vérifier d'abord qu'on a bien le P7 que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Olympie Data Espace. Donc, c'est le P7 qui se trouve ici. Je vais aller vérifier qu'il est bien présent dans tous les espaces. Parce qu'effectivement, s'il n'est pas présent et que je vais utiliser l'une de ces datas pour faire des contrôles, pour faire des extractions de quantité, bah, évidemment, je ne les trouverai pas. Donc, une fois de plus, je tomberai sur quelque chose qui sera potentiellement faux. Alors, pour aller chercher des datas, et ça, c'est pareil pour tous les contrôles, tous les projets, tous les bâtiments, si je veux vérifier que j'ai bien un P7 dans un projet, c'est la règle 203 qui s'en occupe. Voilà. Je vais tout simplement dire à Solibri, va prendre tous les espaces ou certains espaces, après je peux filtrer, pourquoi pas, hein. Et ensuite, je vais lui dire, va vérifier ici que l'ensemble de propriétés Olympie Data Espace est bien présent, donc il doit exister. Donc s'il existe, tout va bien, s'il n'existe pas, il sera rejeté comme erreur. Il se trouve que là, il y est, partout. Donc jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail et aller vérifier si on a bien certaines propriétés. Donc par exemple ici, je vais faire la même chose et cette fois-ci, je vais aller vérifier dans le P7 Olympie Data Espace que j'ai bien la propriété identifier un appartement. Je veux qu'elle existe. Et en plus de ça, ici, je veux que ça soit une chaîne de caractères, pas une booléenne ou un numérique ou une date ou quoi que ce soit. Non, je veux absolument que ce soit une chaîne de caractères. Donc, Solibri va aller faire ce petit contrôle ici et me rapporter les retours. Donc ici, par exemple, voilà, hop, je relance mon petit contrôle, pardon, voilà. Et ici, voilà, il va me ressortir, hop, voilà, un espace. Et cet espace-là, a priori, il a un souci, donc je vais aller voir. Voilà, ben là, je vois qu'il y a effectivement des datas qui manquent. Donc, le travail est bien rempli, j'ai bien les bons éléments. Ensuite, alors celui-là, il est un petit peu plus pointu. Il va simplement me permettre d'aller chercher plusieurs propriétés dans un même élément. Alors ça devient plus intéressant. Par exemple, ici, je vais aller vérifier que j'ai bien les bonnes datas à l'intérieur d'une cloison, de toutes les cloisons du projet, et vérifier que ces datas, elles sont conformes à une liste qui peut, donc on est d'accord, venir par exemple d'un cahier des charges. Donc comment ça marche? D'abord, je vais préciser que je ne veux que les cloisons. Donc dans ce projet-là, les cloisons, ce sont des murs dont l'objet type est partitioning. Ça, c'est une spécificité, on va dire, des cloisons dans ce projet-là. Et je ne veux pas prendre toutes les cloisons, je vais prendre uniquement les cloisons dont l'étage est, et là, vous voyez, je vais pouvoir choisir les étages. Donc, si j'ai rien, je clique sur plus, je vais choisir les étages que je veux. Donc, par exemple, je vais prendre du rez-de-chaussée au R+1 parce que je ne suis pas obligé de faire un contrôle sur l'intégralité de ma maquette, c'est moi qui choisis. Et ensuite, ici, je vais aller chercher les propriétés qui viennent de mon cahier des charges. Dans mon cahier des charges, on me dit que je dois absolument avoir la propriété de longueur, de hauteur, etc. au niveau des base quantities. On me dit également que je dois vérifier ici que la hauteur de mes cloisons ne doit pas excéder une certaine dimension. Donc là, je vais dire que je veux absolument que, par exemple, dans la hauteur, je veux absolument trouver une valeur numérique, pas un texte. Et je veux absolument que cette valeur numérique, ça soit une valeur comprise entre 2,45 et 2,55. Voilà, par exemple. Et donc, effectivement, Solibri va aller faire ce petit contrôle-là. Je peux le faire évidemment sur d'autres éléments. Par exemple, ici, vérifier que ma cloison est bien un élément externe. Donc, le isexternal doit être faux. Pardon, un élément interne. Ça doit être un élément à l'intérieur, donc elle n'est pas externe. Et ma cloison ne doit pas être porteuse. A priori, ce n'est pas une cloison sinon. Donc, le load bearing doit être également sur faux. On doit également avoir une data qui s'appelle DC numlo et qui doit porter le numéro LO09. Voilà. Donc, vous voyez, je peux comme ça contrôler un certain nombre de choses. Voilà, hop. Et donc, effectivement, quand je lance mon petit contrôle qui est ici, eh bien, je vois que Solibri va me trouver un certain nombre d'éléments manquants que je vais pouvoir aller contrôler. Donc ici, il me dit qu'il me manque des propriétés. Ici, il y a des propriétés, un ensemble de propriétés manquants. Là, j'ai des valeurs qui ne sont pas acceptables, etc., etc. Et donc après, je peux effectivement aller vérifier. Vous voyez là, par exemple, il me trouve des cloisons. Là, j'ai une cloison qui fait 2,72, alors que nous, on avait défini comme dimension une limite entre 2,45 et 2,55. Voilà. Donc là, je vais avoir un certain nombre de choses à vérifier. Et donc, une fois de plus, je vais faire ma petite diapositive pour aller signaler le problème.
Ensuite, autre point qu'on me demande souvent en relation avec le cahier des charges, c'est la syntaxe. Effectivement, s'assurer que nos éléments sont correctement organisés. Alors, si vous regardez bien ici dans le nom des appartements, je prends ici la vue en plan que me génère Solibri, les appartements dans leurs identifiants, ils ont un identifiant qui est toujours composé de la même manière. Donc, l'identifiant, c'est quoi? C'est le type d'appartement, donc T1, T2, T3, T4, un espace et une lettre qui permet de différencier les différents T1, les différents T2, les différents T3 et T4. Voilà. Et donc, je veux m'assurer que cette chaîne de caractères, elle est toujours organisée de la même manière parce que je vais parfois m'en servir pour des contrôles, pour des règles. Et si effectivement elle est mal structurée, eh bien, ces éléments, une fois de plus, vont passer à travers le filtre. Et donc, je vais avoir des résultats qui seront potentiellement faux. Donc, comment ça marche cette histoire? Eh bien, là, cette fois-ci, on va faire appel à la règle 21. La règle 21, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, tout simplement, je vais aller regarder dedans. Voilà. Alors, la règle 21, je vais prendre tout simplement ici tous les espaces. Une fois de plus, je pourrais filtrer pour avoir certains espaces en particulier. D'ailleurs, voilà, c'est ce que j'ai fait là. J'en ai pris un certain nombre, pas tous. Comme ça, je peux choisir exactement ce que je veux. Voilà. Et ensuite, j'ai ici tout simplement des petits jetons que je vais pouvoir utiliser en cliquant ici. Donc, le premier jeton, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la première lettre doit forcément être un T. Le deuxième jeton, il dit que la deuxième valeur doit forcément être une valeur numérique d'un seul caractère, donc entre 1 et 1. Le troisième jeton, il dit que ici, je dois forcément avoir un espace. Et le quatrième jeton, il dit que je dois avoir une valeur avec une lettre, avec une seule lettre, 1 sur 1. Voilà. Donc, tous les éléments qui ne respectent pas cette règle-là, eh bien, seront rejetés. C'est le cas ici. On voit par exemple que j'ai ici différents espaces, dont l'identifiant ici, hop, hop, voilà, c'est par exemple zone 004. On l'avait vu tout à l'heure, rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait des espaces qui ne se mettaient pas en couleur sur les classifications. Ils reviennent. Donc, on peut contrôler les choses, vous voyez, avec par différents biais. Et donc, évidemment, cet élément-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, donc du coup, je vais le rejeter. Et donc, j'ai la liste ici de tous les éléments qui ne respectent pas ma règle. Et donc, ces éléments-là, je vais devoir les corriger avant éventuellement de me servir de cet identifiant pour pouvoir faire d'autres contrôles. Ok, donc là, on a vu la partie propriété. Regardons maintenant des parties liées aux espaces. Donc là, pareil, quelques règles qu'on nous demande assez régulièrement. Alors, une première ici qui est vérifier le nom des espaces. Donc ça, c'est relativement simple. C'est la règle 9 qui va s'en occuper. Voilà, donc là, très simplement, je vais prendre tous les espaces et en dessous, ici, je vais charger avec un petit fichier Excel la liste des noms autorisés pour les espaces. Donc, je veux ascenseur, atelier, balcon, buanderie, cave. Alors, il y a une petite étoile. Petite étoile, on en a déjà parlé. La petite étoile, ça veut dire que j'accepte que le mot commence par cave suivi d'une chaîne de caractères. Donc, cave 1, cave 2, cave 3, je veux bien, mais ça doit forcément commencer par cave. Voilà, cellier, DGT, etc., WC, etc., etc. Donc, on va rentrer la liste par un petit fichier Excel. On peut bien sûr la rentrer à la main si on veut, mais c'est vrai que généralement, ces listes-là, on les a déjà dans le cahier des charges. Ne les refaites pas, prenez-les du cahier des charges et intégrez-les directement dans Solibri. Et donc, effectivement, ici, je me retrouve, vous voyez, avec différents éléments. Par exemple, C12, ça n'existe pas, c'est CAV12 et pas C12. Je retrouve, voilà, DGT, DGGTT, ça n'existe pas, c'est DGT et pas DGGTT, voilà, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là n'existent pas, ou en tout cas, ils sont mal nommés. Et donc, pareil, je vais pouvoir faire une petite diapositive pour aller les signaler et demander à les corriger. Alors, règle suivante. Alors, celle-là, on me la demande très souvent. Et une fois de plus, on va faire appel à une classification. C'est quoi? C'est vérifier que dans un espace, dans une pièce, j'ai bien par espace les bons attributs. C'est-à-dire que, par exemple, je m'attends à ce qu'une salle de bain soit un espace privé dont le code est, par exemple, T2 SDB. Voilà. Je veux que les trois éléments correspondent entre eux. Donc là, ce n'est pas juste un nom à vérifier, c'est une cohérence entre le nom et un certain nombre de data qu'on attend. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, vous voyez, le petit mot magique classification, on va d'abord passer par une classification. Donc, les classifications, je les ai mises là, hop, voilà. Et cette fois-ci, je vais utiliser celle-ci. Alors, celle-ci, comment est-ce qu'elle marche? C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Voilà.
Je vais tout simplement reprendre donc les 3 colonnes du milieu, toujours pareil, et je vais dire la chose suivante. Par exemple, je veux que tous les éléments qui sont des caves soient considérés comme des espaces privés avec le code CVE. Enfin, c'est le code de mon maître d'ouvrage, hein, il veut que les caves, ça soit le code CVE, donc OK, CVE, parfait. OK. Je veux par exemple que dans les T3 par exemple, les chambres, ça soit chambre 1 ou chambre 2, et dans les deux cas, ce seront des chambres privées évidemment, dont le code sera T3 CHA pour chambre. Voilà. Alors que par exemple pour un T2, la chambre n'a pas de numéro parce qu'il n'y en a qu'une, d'accord? Donc, et elle sera donc toujours un espace privé et considérée donc comme le T2 chambre. Et donc ça c'est pareil pour tous les éléments. Je vais vérifier que par exemple le hall c'est bien l'espace public dont le code est HAL. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la liste, elle est vachement grande là. Est-ce qu'à chaque fois, on doit tout rentrer à la main? Non, je vous l'ai dit, bien sûr, on peut utiliser des fichiers Excel grâce aux fonctions qui sont ici. D'ailleurs, je vais vous montrer le fichier Excel que j'ai utilisé pour entrer cette data ici, donc que j'ai pris dans le cahier des charges du maître d'ouvrage. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc, c'est la même chose, hein, tout simplement, sur un format Excel. Voilà. Donc là, j'ai bien ici ma liste, donc j'ai bien ici toutes mes pièces. Voilà, l'usage à côté et le code attendu par le maître d'ouvrage. Voilà. À côté, je mets égal 2, ça c'est pour la classification, parce que dans ma classification, je veux que le nom qui s'affiche soit celui de la deuxième colonne, donc le nom, et espace, parce que finalement, je contrôle des espaces. Donc ce truc-là, cette liste-là, je vais la prendre et je vais tout simplement l'importer dans ma classification. Et une fois que c'est fait, effectivement, eh bien, il va m'afficher cette liste-là, hop, directement grâce à la petite fonction qui est ici. Donc on retrouve la même chose, hein, les espaces, cave, privé, l'espace ici, et puis la classification, donc le nom de la classification au bout. Donc effectivement, ma classification, quand je l'affiche, il m'affiche bien ici le nom, parce que c'est bien la colonne ici de mes éléments, donc les balcons, tous les éléments qui sont ici correctement classifiés, et en bas, évidemment, les vilains petits canards qui, évidemment, sont rejetés, et c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Ici, je vais retrouver les éléments qui ont été validés par la règle, et ici, ceux qui ont été rejetés. Donc là, on voit de suite pourquoi ils ont été rejetés. Par exemple, ici, j'ai des espaces déjà qui n'ont pas de code, donc déjà ceux-là, ils sont forcément rejetés. J'ai un truc qui s'appelle balcon, mais dont l'identifiant est cire, donc non, c'est pas bon, c'est pas le bon identifiant. Ici, par exemple, j'ai des chambres ici sur lesquelles il manque des identifiants. J'ai des non-conformités au niveau du nom. Donc j'ai divers problèmes, et tous ces éléments-là, eh bien, comme tout à l'heure, hein, on va pouvoir les renvoyer dans une règle, c'est toujours la même, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours la règle de 130. Et on refait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais chercher mes espaces, je vais chercher ici la classification, je mets est défini, et il va me rejeter toutes les règles, tous les éléments qui ne sont pas dans la classification sous la forme ici d'erreur. Et une fois de plus, je vais pouvoir après faire mes petits BCF pour aller reporter tout ça à qui de droit. Voilà, donc utilisez bien effectivement les données directement fournies par les documents BIM pour les rentrer dans Solibri. Si c'est possible, ça fait gagner effectivement beaucoup de temps. Allez, avant-dernière règle sur les espaces, c'est la règle qu'on me demande, là pour le coup, je crois que ça allait dans le top 10 de ce qu'on me demande souvent, c'est vérifier la surface des espaces. Donc ça, c'est la règle 132 qui s'en occupe. Alors comment ça marche cette histoire? Tout simplement, je vais faire appel à mon fameux petit code à l'intérieur de mes espaces. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien vérifier d'abord les syntaxes avant de lancer ce genre de contrôle, parce qu'évidemment si la syntaxe n'est pas bonne, ils ne seront pas pris dans les listes. Donc ici j'ai bien mes différents codes. Donc par exemple, je sais qu'une chambre dans un T2 va faire entre 10 et 11 mètres carrés, alors qu'une chambre dans un T3 va faire entre 11 et 12. Voilà. Et donc effectivement, je vais rentrer les fourchettes, donc fourchettes qui sont généralement pareil fournies avec dans les documents BIM. Et puis, donc, je vais pouvoir effectivement contrôler si ces éléments sont corrects ou pas. Si je me retrouve avec des espaces dont la surface ne rentre pas dans la fourchette en fonction de leur code, eh bien, toujours pareil, ils seront rejetés. Et donc là, vous voyez, on retrouve donc les espaces qui sont trop grands qui sont ici, les espaces trop petits qui sont ici, et ceux où il y a carrément un manque d'information, donc on peut pas aller faire le contrôle, mais c'est quand même signalé qu'il me manque des choses pour faire mon petit contrôle. Voilà, donc ça serait la règle ici 132 qui permet d'aller vérifier tout simplement la surface, la fourchette de surface des éléments.
Et enfin ici, donc là, on a une règle un peu plus pointue qui permet notamment d'aller vérifier si on a bien les bons appartements dans les bons espaces. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans la maquette, on avait ici donc des zones. Les zones, en fait, ce sont tout simplement des appartements et dans chaque appartement, j'ai des espaces. Donc chaque zone, effectivement, ici porte un nom. Donc là, par exemple, c'est l'appartement TE2. T2E, pardon. Et donc, normalement, si les choses sont bien faites, chaque appartement qui se trouve à l'intérieur de cet ensemble, chaque espace, chaque pièce doit porter le même code. Donc ici, cette pièce-là, donc c'est un WC, il porte bien T2E, donc il a tout à fait sa place dans l'appartement T2E. Pareil pour la salle d'eau, pareil pour la terrasse, pareil pour la chambre, et pareil ici pour le séjour. Donc a priori, ces pièces-là ont tout à fait leur place dans l'appartement. Donc on a bien les bonnes pièces dans le bon appartement. Et donc, cette règle-là, donc c'est la règle, effectivement, ici, hop, 231, qui permet tout simplement d'aller faire ce petit contrôle. Donc, on va effectivement aller chercher, confronter effectivement ici les espaces d'un côté et les zones de l'autre, et on va aller vérifier le nom effectivement des appartements, leur code tout simplement, l'identifiant de l'appartement qui est ici. Et donc cet identifiant d'appartement, on va le regarder dans l'espace, on va le regarder dans la zone associée, on va voir si c'est le même. Si c'est le même, ça va. Si c'est pas le même, a priori il y a un problème. On a des pièces qui sont pas dans le bon appartement. Et donc effectivement, on a ici tous ces éléments-là qui ont été rejetés parce que tout simplement l'appartement dans lequel ils se trouvent ne correspond pas. Donc là, par exemple, si je regarde ici cet espace-là, voilà, là, je suis censé être sur le T3C. Voilà, et si je vais regarder ici, l'identifiant d'appartement, c'est le T3D. Donc effectivement, j'ai cette cuisine ici qui est censée être dans l'appartement T3D et qui se retrouve, on ne sait pas pourquoi, sur une mauvaise manip dans la zone T3C. Donc là, il y a un problème, donc il va falloir déplacer ou renommer cet espace. Il y a un problème de cohérence entre l'appartement et la pièce dans laquelle il se trouve. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour sur une partie, parce qu'on nous en demande beaucoup effectivement, des contrôles sur les espaces. On va terminer cette partie sur la vérification par les règles, par les étages. Donc là, on va regarder deux règles qu'on me demande très souvent. D'abord, la convention de nommage des étages, vérifier que les étages sont bien nommés. Donc ça, c'est pas compliqué. On va faire appel à la règle 9. Paramètres des règles, voilà. Et donc là, on va pouvoir aller, par exemple, préciser à Solibri que moi, dans la nomenclature des étages, je m'attends à un certain nombre de choses. Par exemple, je veux que mon rez-de-chaussée s'appelle impérativement RDC, pas autrement. Je veux que mes étages supérieurs s'appellent R plus quelque chose, R plus 1, R plus 2, et que mes étages inférieurs s'appellent R moins quelque chose, R moins 1, R moins 2, R moins 3, par exemple. Si maintenant je regarde effectivement ici la liste qui est rejetée par cette règle, eh bien, je vois effectivement que j'ai un rez-de-chaussée qui s'appelle certes le rez-de-chaussée, mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux RDC. Je vois ici que j'ai des étages. Alors là, c'est le fin du fin. J'ai un étage qui s'appelle étage. On ne sait pas lequel c'est. Voilà, donc ça ne rentre pas dans la règle. Là, j'ai un truc qui s'appelle -2. Donc non, ça devrait être R-2. Et là, j'ai un truc qui s'appelle sous-sol. Non, ça devrait être R- quelque chose. Voilà. Donc cette liste, évidemment, on peut la configurer comme on veut. Là, j'ai fait un système avec des petites étoiles pour laisser la possibilité de mettre une valeur derrière, mais on peut tout simplement rentrer un à un tous les éléments qu'on veut exactement, de manière à avoir une règle fixe qui est effectivement encore moins permissive que ce que j'ai mis là. Mais voilà comment est-ce qu'on va vérifier le nommage des étages. Et là, je l'ai fait sur les étages, mais on peut le faire évidemment sur d'autres éléments. OK. Et enfin, la dernière, alors celle-là, on me la demande hyper souvent, quel que soit le type de bâtiment, c'est est-ce que mes éléments sont au bon étage? Ah, alors ça, c'est une règle qui est assez intéressante à regarder parce que, effectivement, tous les éléments d'une maquette ont, ici, je prends par exemple cet espace, ont dans la partie emplacement, oui, c'est ça, ici, un étage auquel il est associé. Donc là, cet espace-là, par exemple, il est associé au rez-de-chaussée. Et cet élément, il a une position. Là, par exemple, cet espace, il est posé par terre, ce qui est une bonne chose. Par contre, si j'avais, je ne sais pas moi, une porte, une poutre qui est associée au rez-de-chaussée, mais qui se trouve à 30 mètres de hauteur,
on peut se poser la question, est-ce que le rez-de-chaussée est vraiment le bon étage pour cette poutre? Si elle est à 30 mètres, elle devrait être normalement au R+4, R+5, je ne sais pas, mais sûrement pas au rez-de-chaussée. Alors du coup, comment on va utiliser ce système-là? Eh bien, on va confronter tout simplement l'étage auquel est associé un élément à sa hauteur. D'accord? Donc, on va considérer, par exemple, qu'un élément qui est au rez-de-chaussée doit se trouver quelque part entre à peu près 0 et, mettons, 3 mètres. Si j'ai un élément qui sort de cette fourchette-là, a priori, il n'a pas vraiment grand-chose à faire au rez-de-chaussée. Eh bien, c'est comme ça qu'on va procéder. Pour ce faire, on va utiliser la règle 230. Alors là, pour le coup, c'est une règle, je veux dire, divisée en plusieurs règles, puisqu'en fait, on va faire une règle par étage, mais c'est la même qu'on duplique, hein, c'est relativement facile à faire. D'ailleurs, cette règle, je vous la donne directement, vous l'aurez dans le replay du webinaire. Et donc, le principe, il est le suivant, regardez bien. Voilà. Donc, je vais prendre ici n'importe quel élément qui appartient au rez-de-chaussée. Et je vais regarder sa hauteur. C'est ce qu'on appelle le Z global. Si sa hauteur, elle est comprise entre moins 23, moins 23, c'est l'épaisseur de ma dalle, parce que je veux que ma dalle elle soit également intégrée au rez-de-chaussée. Si cet élément, il est compris entre moins 23 et 2,51, il est au rez-de-chaussée, parce que moi, je considère que mon rez-de-chaussée, c'est cette tranche-là. Si ce n'est pas le cas, l'élément sera rejeté. Pareil pour les étages supérieurs. Si j'ai un élément ici qui est au R+1, il doit normalement être considéré entre 2,51, donc c'est la limite supérieure de l'étage en dessous, et 5,23. Voilà. Et je fais pareil pour tous les étages jusqu'en haut. Je détermine une fourchette qui ne correspond pas forcément exactement à l'étage. Je peux faire un petit peu plus, un petit peu moins, parce que parfois j'ai des éléments qui s'enfoncent en négatif à l'intérieur de l'étage. Par exemple, une cloison qui rentre dans une chape, elle est à moins quelque chose. Donc, si c'est vrai que je me mets à 0 pile poil, la cloison va être considérée comme une erreur, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément une erreur, c'est normal qu'elle descende un petit peu en dessous. Donc, je peux définir des fourchettes comme ça librement, comme je veux, en l'adaptant évidemment à mon bâtiment. Et effectivement, si je regarde ce que me dit Solibri, eh bien, il me rejette un certain nombre d'éléments. Je prends par exemple, je prends les garde-corps qui sont ici. Allez. Et ces garde-corps, on voit assez aisément, vous voyez, on voit la hauteur. Hein. Un garde-corps qui est à 8,15, alors qu'il est censé être au rez-de-chaussée, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, vous voyez, mon rez-de-chaussée est ici. Je vois bien que j'ai des garde-corps ici qui sont beaucoup trop hauts. Donc, ces garde-corps-là, ils ont un souci. Et c'est à moi, effectivement, d'aller signaler ce problème pour que l'architecte soit les descende au rez-de-chaussée, si c'est le cas, soit change d'étage s'ils sont à la bonne hauteur. Hein. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aller vérifier la bonne position des éléments. Est-ce que j'ai bien les bons éléments aux bons étages? Allez, on va terminer rapidement avec la dernière partie sur la partie extraction d'informations. Alors, la partie extraction d'informations, je vous en parle parce que c'est un outil très intéressant pour aller vérifier rapidement des surfaces, par exemple, ou des quantités, et vérifier une conformité avec la maquette. Alors, je vous montre 2-3 petites astuces. Déjà, la première, c'est ici, j'ai fait une liste des appartements avec la surface totale de l'appartement. Alors là, si vous utilisez Solibri, peut-être que vous êtes derrière votre écran, vous me dites, mais comment tu as fait pour faire en sorte que toutes les pièces de l'appartement soient sur la même ligne et donc avoir un total général? Alors ça, je vous en parle dans 3 tutos que j'ai fait et que vous pouvez retrouver sur la chaîne Solibri France sur les groupes. Les groupes, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans les extractions d'informations qui permet justement de traiter la data et de pouvoir éventuellement l'écraser. Alors, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, tout simplement, ici, dans la tête de colonne, j'ai désactivé le petit bouton qui est ici. Donc, ce petit bouton, il est activé normalement par défaut. Vous avez donc ici, vous voyez, j'ai tout mon T1 ici avec le détail de chaque pièce, ce qui peut être une donnée intéressante. Hein. Mais si je veux la surface totale pour vérifier, pour comparer avec mon cahier des charges, voir si j'ai bien la bonne surface, eh bien, je vais cliquer sur ce petit bouton qui est ici et ça va m'écraser la data ici en fonction de la donnée qui est ici. Et donc, ici, je vais avoir, vous voyez, mon total général de mon appartement. De la même manière que ici, par exemple, si je regarde cette deuxième extraction d'information, donc ici, je vais avoir par exemple les appartements avec du détail. Donc j'ai l'appartement, j'ai la chambre, donc je sais son nom, son usage, son revêtement de sol, etc. En fait, j'ai mis tout ce qu'on retrouve dans le fameux petit P7 qu'on a vu tout à l'heure avec les données en question. Comment est-ce qu'on fait ce genre d'extraction d'informations? Vous allez voir, on fait ça en 10 secondes. Je prends n'importe quel espace. Je vais par exemple commencer par aller chercher son nom. Donc par exemple ici, j'ai un jardin. Je fais un clic droit. Je crée une nouvelle extraction d'information. Donc voilà, déjà, vous voyez, mon extraction d'information, elle est faite. J'ai ici la liste de tous mes espaces parce que j'ai pris le nom. D'accord? Et ensuite, tout ce que je vais faire, c'est rajouter
les données qui m'intéressent. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est les données qui sont à l'intérieur du P7, ici, espace. Je vais tout simplement, regarder bien, les faire glisser à l'intérieur de mon extraction d'informations, comme ceci. Et je les fais glisser, hop, comme ça. Et je lance mon maîtrise, et voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai bien mes datas qui vont bien. Voilà, tout simplement. Après, évidemment, je peux faire un clic droit sur et rajouter de nouvelles colonnes et aller chercher des données complémentaires qui ne seraient pas éventuellement ici. Mais toutes les datas qui sont ici, toutes les données qui sont directement accessibles dans les informations, je peux les faire glisser à l'intérieur de mes ITO pour rapidement avoir des documents rapides et pertinents. Je peux faire évidemment des extractions d'informations. Ça, c'est pour les gens qui utilisent les zones pour générer des appartements. On peut faire des extractions d'informations à partir des zones. Donc, ce système-là, c'est pareil, j'en parle dans les vidéos sur les groupes dans Solibri sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller voir comment récupérer la zone et récupérer tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, ici, tous les appartements qui sont à l'intérieur. Et puis ici, par exemple, j'ai pareil, non, ça celui qu'on vient de faire à l'instant, surface par étage. Voilà. Donc là, pareil, hein, grâce au groupe, j'ai écrasé l'ensemble des espaces par étage. Et donc là, j'ai rapidement ici ma surface par étage. Donc là, je peux très simplement comparer avec mon cahier des charges, vérifier si je suis bien dans la bonne fourchette. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire un checking. Si c'est une donnée simple comme une surface à comparer, effectivement, là, j'ai mon extraction d'informations qui fait largement le travail. Et je vais vous montrer une dernière chose qui peut, je pense, vous intéresser avant de laisser la parole aux questions. C'est l'utilisation donc des fichiers Excel. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on peut utiliser des fichiers Excel et qu'on peut les rentrer soit dans les règles, soit dans les classifications, mais on peut aussi faire l'inverse. Il faut bien voir que Solibri, c'est un logiciel qui peut exporter de la data sous la forme de fichiers Excel. Et donc, on peut très bien faire un contrôle, non pas dans Solibri, mais dans un logiciel qui traite de la data qui serait spécialisé dans ce domaine-là. Alors, regardez, je vais prendre un exemple qu'on me demande pareil hyper souvent. Ici, je vais avoir la liste des appartements avec les pièces qui sont censées contenir. Donc, on a vu plusieurs checkings qui concernent ce genre de choses, mais je vais vous le montrer cette fois-ci sous la forme d'un travail sur Excel. Donc là, j'ai une liste, vous voyez, extrêmement simple que j'ai récupérée dans le cahier des charges de mon maître d'ouvrage et qui me reprend donc, vous voyez, les appartements, donc le T2A ici, avec les pièces qui sont censées se trouver à l'intérieur. Question, est-ce que ce sont bien ces pièces-là qui se trouvent à l'intérieur de la maquette? Eh bien, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire une petite classification, une petite extraction d'informations, pardon, qui reprend la même chose. Donc ici, je reprends uniquement le numéro de l'appartement et ici, uniquement le nom des pièces. Donc, pour chaque pièce, j'ai son numéro d'appartement. Question, est-ce que cette liste que j'ai ici, extrait de la maquette, correspond à ma liste de référence? Alors là, je l'ai fait uniquement pour le rez-de-chaussée pour que ça soit plus visible. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de comparatif en exportant, par exemple, sur Excel? Eh bien, tout simplement, je peux faire ici un export en cliquant sur rapport et exporter mon document directement en format Excel. Mais je peux faire encore mieux que ça. Je peux cliquer sur n'importe quelle data, je peux faire CTRL-A ou POM-A si vous êtes sur Mac, et là, je peux faire copier, ou POM-C ou CTRL-C pour les amateurs de raccourcis. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement sur mon fichier Excel. Là, j'ai préparé un petit onglet avec un petit tableau qui est fait pour recevoir ma data. Je la colle dedans, hop, et voilà, j'ai mes deux tableaux en comparaison. D'un côté, donc, j'ai ici mon tableau de référence, et là, j'ai les valeurs de Solibri. Donc là, j'ai fait une petite règle extrêmement simple. Cette règle, elle dit quoi? Cette règle, elle va tout simplement prendre la première ligne ici de mon tableau de référence, et elle va aller regarder dans le tableau Solibri ici si elle trouve un équivalent, n'importe où. Si c'est oui, elle va me dire combien de fois elle le trouve. Donc là, par exemple, le T2A chambre, elle le trouve une fois. Alors, il se trouve qu'il est juste en face, mais il pourrait être ailleurs. Parfait. Et si elle ne le trouve pas, elle va me mettre 0. Voilà. Et en plus, j'ai fait une petite mise en couleur pour que ça attire l'œil. Donc, par exemple, ici, le jardin privatif dans le T2A, elle ne trouve pas d'équivalent. Elle trouve un jardin. Alors, vous allez me dire, c'est pareil. Oui, mais si je me conforme exactement à ce que je vois, je suis censé avoir un jardin privatif. Là, ce n'est pas un jardin privatif. Si ça avait été un jardin privatif, à ce moment-là, c'était bon. Et là, vous voyez, ma petite règle passe avec 1. Et donc là, vous voyez, je vois tous les éléments ici qui manquent. Tous les éléments qui sont marqués de 0, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la liste Solibri. Ça veut dire que toutes ces pièces
que vous voyez ici marquée en orange, elle manque dans le projet. Alors évidemment, on peut faire l'exercice dans l'autre sens, c'est ce que j'ai fait ici, faire l'inverse, donc c'est-à-dire regarder la liste Solibri et vérifier pour si chacun des espaces se trouve bien dans la liste de référence. Si c'est oui, tout va bien. Si c'est non, c'est que c'est un espace en trop. Voilà, je crois que j'ai fait le tour